Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on prend l'autoroute direction San Francisco. Comment ça va Sophie? Ça va, un peu fatiguée, mais j'ai eu l'occasion cette semaine, notamment ce week-end, d'observer des albatros. Et ça c'est top. Des albatros sur l'heure, du coup, d'autres espèces? Alors je sais plus exactement, parce que du coup j'ai pas consulté, ça s'est fait assez rapidement, j'ai pas vraiment vu ce que c'était comme espèce, vu que j'ai pas l'habitude d'en croiser dans le coin, donc faut que je regarde. D'accord. Mais je suppose que c'était cela. Mais je vais vérifier avant, donc voilà, pas dire de bêtises. Comme je l'ai précisé en introduction, on va partir à San Francisco pour peut-être l'une des histoires les plus folles que j'ai à vous raconter de cette année dans le Courrier de la Sterne. On va parler de goélands. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de goélands dans le Courrier de la Sterne, et pourtant ils en font des conneries. Hein. Ouais, c'est vrai. On a tellement l'habitude d'en voir des goélands que du coup ça nous semble assez... Enfin je pense, hein, moi ça me semble assez commun. Peut-être que du coup on n'est pas trop intéressé par l'aspect de ces goélands qui nous semblent pas très exotiques. C'est vrai. Par contre, toi, tu vas reparler de colibri, un oiseau qu'on évoque assez souvent, en réalité, dans le Courrier de la Sterne. Oui, il y a une petite étude qui est sortie quelques semaines. Qui est intéressante. Super. On démarre tout d'abord la rétro. Personnellement, j'aurais 3 sujets. Tu en as combien, Sophie? Alors, j'en ai 3 aussi. Je t'invite à commencer, si tu veux. Allez, bon, bah du coup, juste un petit récapitulatif cette semaine avec des chercheurs qui ont regardé un petit peu quels étaient les oiseaux qui se débrouillaient le mieux dans les cités, et quelles étaient leurs caractéristiques communes. En l'occurrence, les oiseaux qui arrivent à bien s'adapter aux cités ont quelques caractéristiques communes. Déjà, ils sont pas très grands. Ensuite, ils sont moins territoriaux, ils sont plus sociaux dans les caractéristiques disons mentales. Ils sont capables de manger plus de choses différentes, donc ils sont pas très très spécialistes dans leur approche de la nourriture. Ils acceptent pas mal d'habitats différents, ils sont pas très spécifiques là-dedans non plus. Généralement, ils pondent plus d'œufs à la fois, donc ils ont plus d'œufs à la fois dans le nid, et ils vivent généralement un peu plus longtemps. Donc ça, c'est des caractéristiques communes à tous les oiseaux, visiblement, qui vivent dans les cités. Et on rajoute que, généralement, ils ont... Bon, généralement, là par contre, c'est pas vrai pour tous, mais ils ont plus des plumes qui tournent autour du bleu, du gris foncé, voire même du noir, et qui sont généralement un peu moins colorés, certainement pour mieux se fondre dans les cités, pour échapper aux chats, on suppose. D'accord, intéressant. Amis de l'Indre, vous allez peut-être être satisfaits parce que la LPO arrive bientôt chez vous. Une délégation dans l'Indre qui va peut-être avoir lieu. Alors pour l'instant c'est un projet. La LPO Centre Val de Loire, elle s'est formée en 2021 autour de 4 délégations départementales. Le Cher, l'Indre et Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. Et en 2024, eh bien, il y a eu une petite enquête qui a été menée auprès des adhérents et refuges LPO de l'Indre, et il se pourrait eh bien, qu'un groupe LPO Indre vienne se créer aux alentours de 2026 avec pour la création de ce premier groupe 6 bénévoles. Donc voilà, une délégation qui va peut-être être en place d'ici l'année prochaine dans l'Indre. D'accord. Bon, c'est bien ça. Totalement. Moi, de mon côté, un petit article sur Ornithomédia, cette fois-ci, qui explique comment déplacer une colonie d'hirondelles rustiques avant la démolition d'un bâtiment. Donc c'est quelque chose qui a été fait, il me semble que ça a été fait aux US. Ils allaient détruire une sorte de hangar, et ils voulaient donc déplacer une colonie d'à peu près 50 nids d'hirondelles rustiques. Et donc ils expliquent toute la méthode à suivre, ce qui est très intéressant, et je vous encourage fortement à aller voir
le site d'Ornithomédia pour en apprendre un petit peu plus sur la méthode, parce que ça peut peut-être vous intéresser. À rappeler qu'en France, d'ailleurs, les nids d'hirondelles sont évidemment protégés par la loi, et toute destruction de ce genre de nid entraîne non seulement une forte amende, mais peut-être d'autres désagréments derrière. Donc réfléchissez quand même à 2 fois avant de le faire. Est-ce que, Sophie, tu t'intéresses un petit peu à la mythologie grecque ? Ah bah oui, c'est toujours intéressant les anciennes histoires. Mais oui. Est-ce que tu te rappelles du mythe de Prométhée ? Avec le feu, oui, évidemment. Avec le feu, exactement. Donc pour résumer, Prométhée vole le feu sacré, le feu de l'Olympe, pour l'offrir aux hommes. Les hommes qui peuvent par la suite avec ce feu démarrer leur civilisation. Et Zeus, pas très très content, il décide de punir Prométhée en l'enchaînant sur un rocher, et sa sentence sera qu'un oiseau viendra lui manger le foie tous les jours. Et comme vous le savez, le foie est un organe qui repousse, donc ce châtiment est sempiternel. Mais savais-tu, Sophie, quel oiseau c'est ? Alors tu vas me répondre que c'est un aigle, et tu auras raison. Oui. Mais j'ai découvert que dans certaines versions du mythe, cela pouvait être d'autres oiseaux. D'accord. Et c'était quoi, voilà. Du coup ? Alors du coup, on a le phénix. Je ne sais pas pourquoi le phénix. Et on a aussi le vautour. Et apparemment, ce serait en fait une évolution du mythe, dans le sens où au départ, effectivement, c'est l'aigle qui serait le bourreau de Prométhée, et c'est par la suite le vautour qui prendrait justement la place de l'aigle. Et je n'ai aucune explication, j'ai essayé de chercher pas mal d'explications autour justement de ce mythe de Prométhée, et il n'y a aucune explication qui justement permet de savoir pourquoi on est passé de l'aigle au vautour, sachant que les 2 oiseaux dans la mythologie grecque, et même en réalité dans l'histoire culturelle, sont des oiseaux qui sont porteurs de messages complètement différents. L'un est un oiseau divin et l'autre est davantage un oiseau associé justement au royaume des morts. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je lisais un livre sur la mythologie grecque et je suis tombé sur cette petite information. Ah mais c'est top ça. Moi de mon côté, j'ai une petite découverte, enfin une petite, c'est quand même une découverte assez grosse, mine de rien, mais c'est plus aux côtés de la paléontologie cette fois-là que ça a été fait. Savais-tu qu'il y avait des fossiles d'oiseaux qui ont été trouvés en Alaska ? Alors je savais en Antarctique, étant donné qu'on a Cryolophosaure notamment, mais en Alaska, non, je ne le savais pas. Et en l'occurrence, c'est des fossiles d'oiseaux qui dateraient d'un peu plus de 70 millions d'années, donc ce qui est quand même pas si mal, ce qui nous ramène donc à l'ère Crétacée, ça fait un moment. Et donc au temps des dinosaures en quelque sorte, pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec ce genre de date. Alors on n'a pas trouvé juste 2 petits morceaux ou 2 petits fragments de fossiles non plus, on a trouvé plus de 50 os d'oiseaux fossiles, et pas n'importe lesquels, des os d'oiseaux fossiles, notamment des juvéniles. Ce qui nous prouve qu'en fait l'Alaska, à l'époque, donc il y a plus de 70 millions d'années, était déjà une terre de reproduction pour les oiseaux. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que encore aujourd'hui en Arctique, on a pas mal de colonies d'oiseaux qui vont spécifiquement dans ces zones-là pour se reproduire. Donc ça montre que ces endroits-là étaient déjà utilisés à l'époque des dinosaures par les oiseaux, des dinosaures aviens de l'époque pour la reproduction, ce qui est quand même pas si mal, mine de rien, et ce qui prouve que les oiseaux actuels finalement ont gardé quelques traditions en quelque sorte de leurs ancêtres, ce qui est pas si mal quand on y pense. Moi, je vais terminer cette rétro par une rubrique nécrologique. Malheureusement, on a des figures emblématiques qui malheureusement nous quittent. C'est le cas de Derek Pomeroy, que tu connais peut-être, Sophie, puisqu'il est l'une des figures emblématiques de l'ornithologie ougandaise. Il nous a quittés à l'âge de 90 ans, le 29 mai dernier. C'est quelqu'un qui s'est installé dans les années 70 en Ouganda, et c'est lui qui a été notamment à l'origine de tout ce qui va être programme de conservation autour du marabout. Au tout départ, il étudiait le marabout d'Afrique, et puis aussi d'autres oiseaux apparentés, notamment les ibis et le bec en sabot que tu connais. Ouais. Et puis il va surtout être figure tutélaire, puisque c'est quelqu'un qui va énormément enseigner la conservation en Ouganda. Voilà, on a malheureusement perdu une figure emblématique de l'ornithologie africaine. Il faut en parler parce que
on n'a pas énormément de connaissances d'une certaine manière de ces figures-là, en ornithologie bien sûr, mais surtout dans des pays comme l'Afrique ou autres. Donc voilà, on perd quelqu'un d'extrêmement important. Est-ce que tu l'avais déjà rencontré, Sophie ? Alors j'ai pas eu cette chance, mais c'est vrai que je connais pas mal de monde en Ouganda, donc je m'étais un peu renseignée sur les figures intéressantes pour l'ornithologie là-bas, mais j'avais pas eu l'occasion de le rencontrer, et c'est bien dommage, parce que c'était un grand monsieur. Voilà comment on conclut la rétro piou-piou. Est-ce que tu veux parler de colibri, du coup ? Mais avec plaisir. Je parlerai de goéland dans la deuxième partie. Avec plaisir. Donc, les colibris, tout le monde connaît, tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble, hein, c'est pas bien grand, ça a généralement un long bec et ça vole en battant très 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 vite des ailes. On en avait déjà parlé dans pas mal d'épisodes précédemment, et notamment sur des petites adaptations de ces colibris à pas mal de choses. T'avais parlé, il me semble, à l'époque, du rythme cardiaque, de la vitesse de battement des ailes, de leur système urinaire notamment, qui était un peu différent d'une autre, pour pouvoir... d'être adapté. C'était fou. C'était pas mal ça, hein. C'était fou. Adapté à toute cette nourriture, ce nectar qui est particulièrement riche en glucides, hein, évidemment. Donc ça nécessite des adaptations. Et bah ces oiseaux-là, en fait, ils sont capables de plus d'adaptations que ça, et on va en parler tout de suite. Alors aujourd'hui, on parle d'un tout petit oiseau, que vous connaissez peut-être parce qu'il est très très commun, qu'on l'a déjà vu à pas mal d'endroits, qui s'appelle le colibri d'Anna. J'imagine que toi tu le connais aussi, parce que c'est quand même l'un des plus connus généralement, hein. La femelle est pas spécialement colorée, il y a un peu de vert sur le dos, elle est plutôt grisâtre en général, mais le mâle par contre a une superbe gorge rubis. C'est quelque chose d'assez magique, ces couleurs-là. Si vous avez l'occasion d'en voir, n'hésitez pas. Vraiment très très bel oiseau. Et puis bah tout petit, hein, vraiment vraiment minuscule comme tous les colibris, avec à peu près qui fait à peu près 10 cm de long, c'est pas très très grand, hein, queue comprise évidemment, et qui pèse entre 3 et mettons 6 grammes à peu près, donc c'est vraiment pas énorme, hein, c'est tout petit. C'est un peu plus grand qu'un troglodyte mignon, pour vous donner une petite idée. Un poil. Le troglodyte mignon fait 9 cm, 9 cm et demi. Voilà. Ouais. Mais c'est un peu plus rondouillard le troglodyte mignon quand même. Hein. Oui, absolument. Ouais. Ceux-là, c'est plus... Oui, c'est plus des petits avions de combat en quelque sorte. Hein. C'est tout petit, ça se faufile partout. Le troglodyte mignon, on est plus sur... l'analogie avec... Je vois bien le troglodyte mignon. Avec l'avion de combat. Bah oui, bah c'est un peu ça, tu sais, petit jet fighter. Avec le long bec, non, ça te donne pas cette impression. Très territorial en plus. Non, enfin bref, donc c'est un petit colibri qui vit en Amérique du Nord, qui n'est pas spécialement concerné par des problèmes de disparition ou quoi, hein. Il est plutôt en bonne santé, il se débrouille bien. Il vit notamment sur la côte ouest des États-Unis. C'est l'endroit où il va se reproduire, où il va faire sa vie, hein, il bouge pas trop, même s'il a une petite migration de temps en temps pour ceux qui habitent le plus au nord, mais enfin, c'est pas non plus, c'est pas très très intéressant pour ce dont on va parler aujourd'hui. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est sa fréquentation des mangeoires. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les mangeoires à colibris se sont pas mal développés ces dernières années, et pas seulement ces dernières années, parce qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, les mangeoires à colibris ont commencé à se développer, à devenir en quelque sorte un passe-temps, parce que les gens ont commencé à en installer dans leur jardin en se disant tiens, et si j'attirais les colibris, ce qu'on ne faisait pas précédemment. Ok, intéressant de voir qu'il y a un rapport avec la Seconde Guerre mondiale, enfin la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, bah c'était après. Et en fait, à partir des années 50, tu commences à voir des petits... alors c'est marrant, ces petits encarts publicitaires de l'époque qui te montrent alors ils appellent ça des bird feed, donc je suis désolée, hein, mais comme il y a beaucoup de littérature en anglais, du coup vu qu'on est aux US, il est possible que je perde mes mots français. Je vais essayer de faire au mieux. Donc en gros, il y a des petits encarts publicitaires pour des mangeoires à colibris où ils expliquent que ces mangeoires à colibris là, elles sont vachement top, celles-là, il n'y a pas de fourmis qui peuvent y rentrer, donc c'est quand même le meilleur, le top du top de mangeoires à colibris, enfin bref. Toutes les stratégies commerciales possibles pour faire vendre. Donc ça montre qu'il y avait déjà une demande à l'époque, alors notamment il y en avait une de 1957 qui était très marrante.
qui dit que c'est la mangeoire à colibri parfaite. Que même ça fait même pas de goutte sur le sol, comment c'est vachement trop bien. Du coup ça commence comme ça. Et donc chez les gens qui espèrent attirer des colibris dans leur jardin, donc ils vont commencer à acheter ces mangeoires à oiseaux avec plein de formes différentes. On en a encore aujourd'hui avec des choses qui ressemblent à des fleurs, avec des choses qui sont juste des espèces de tubes, avec des choses avec des couleurs, souvent elles sont rouges hein, pour attirer les colibris au maximum. Et même des casques que vous pouvez porter sur la tête, qui vous permet justement d'avoir le colibri qui vole à quelques centimètres de vous. Exactement. Ils sont prêts à tous ces Américains. Hein, ils sont incroyables. C'était la mode du moment, j'ai envie de dire. Enfin bref, du coup, il se trouve que à partir de cette période-là, on a un changement dans les colibris et surtout dans leurs habitudes, parce qu'ils commencent effectivement à s'intéresser aux mangeoires à colibris, parce que c'est la nourriture facile, faut imaginer. Pour un colibri quand même, une mangeoire à colibri c'est quoi ? C'est plusieurs centaines de fleurs combinées toutes ensemble dans un seul récipient et qui est là, prêt à l'emploi, au milieu du jardin, tranquille. C'est quand même une aubaine, hein. Faut bien comprendre que pour l'oiseau c'est formidable, il a pas besoin de s'embêter à aller visiter une centaine de fleurs l'une après l'autre, il peut juste aller à la mangeoire, se gorger un maximum et il a la même quantité de nourriture que s'il avait fait tout son petit balai aérien entre les différentes plantes à fleurs. Alors là, c'est quand même formidable. Donc les colibris s'intéressent évidemment aux mangeoires et s'y précipitent, et ça va déclencher quelques changements. Alors, les chercheurs, pour comprendre les effets de ces mangeoires, ils sont intéressés à des spécimens de colibris qui avaient été conservés dans des musées tout au long donc du siècle dernier, à commencer par des spécimens qui dataient de 1861, donc on est avant l'installation des mangeoires à colibris. Et ils ont commencé à regarder s'il y avait des changements morphologiques sur ces animaux, donc dus à l'apparition de ces mangeoires à colibris. Et il semblerait qu'il y en ait. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Après la Seconde Guerre mondiale, soudainement, les colibris qui précédemment avaient plus ou moins gardé le même mode de vie, le même fonctionnement et la même morphologie, après la Seconde Guerre mondiale, on commence à voir des différences. Et des différences qui s'accentuent assez rapidement, finalement. Et ces différences, c'est quoi ? C'est des différences principalement au niveau du bec. Le bec du colibri, normalement, est adapté aux fleurs qu'il va visiter. C'est-à-dire que le colibri, en fonction de la taille de la fleur, en fonction de la taille de la corolle notamment, et de l'endroit où il doit aller chercher le nectar, va avoir un bec qui va être plus ou moins long, plus ou moins recourbé, plus ou moins large ou pas. Et ça va lui permettre donc d'atteindre exactement l'endroit qu'il faut pour collecter le nectar au bout de la fleur. Sauf que quand vous êtes face à une mangeoire, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de toutes ces adaptations. La seule adaptation dont vous avez besoin, c'est d'un bec. Et puis c'est à peu près tout. Et voilà. À la rigueur, le bec peut être un peu plus large parce que ça vous permet de collecter du nectar plus facilement, en fait. Et plus de nectar à la fois. Et c'est ce qu'ils vont voir, en fait. C'est-à-dire que, notamment sur le colibri d'Anna, le bec va petit à petit s'élargir. Il s'élargit pas énormément, parce qu'il faut quand même qu'il reste assez fonctionnel, mais il s'élargit un peu plus que ce qu'il était précédemment, et il devient un poil plus rond au bout, en fait, parce qu'en fait, le but, c'est plus d'aller au cœur d'une fleur qui est toute fine et qu'il va falloir atteindre le nectar tout au bout. Le but, maintenant, c'est de choper le maximum de nectar de la mangeoire en une bouchée, en fait. Et donc, le bec va s'adapter à ça. Et une deuxième adaptation du bec, c'est, vous savez certainement que les colibris, c'est des oiseaux qui sont finalement assez territoriaux, hein, qui vont se battre et qui utilisent leur bec, notamment, pour défendre leur territoire. Et en fait, maintenant, les colibris, ils ont trouvé un nouveau truc à défendre qui était particulièrement intéressant, c'était les mangeoires. Et donc, pour mieux défendre les mangeoires, ils ont des adaptations maintenant sur le bec qui va faire en sorte que le bec va être vachement plus coupant, et beaucoup plus utile en fait pour se défendre face à un agresseur. Et donc c'est ces deux modifications morphologiques là que les chercheurs ont constaté à partir du moment où ces mangeoires ont été installés après la Seconde Guerre mondiale. Ces deux modifications morphologiques vont s'accélérer brusquement et vont devenir beaucoup plus répandues dans la population de colibris d'Anna.
Et alors ça, c'est très intéressant parce que ça montre que non seulement l'évolution, c'est pas un phénomène qui s'étend uniquement sur des millions d'années, c'est un phénomène qui peut être très rapide, enfin ça c'est que un exemple parmi d'autres, hein, c'est pas les seuls oiseaux qui sont capables d'évoluer aussi rapidement, ou animaux en règle générale d'ailleurs. Mais ça montre aussi que nous, en tant qu'humains, on peut être le moteur de cette évolution. Parce que ça, c'est nous qui, en modifiant l'environnement, en proposant ces mangeoires à colibris, avons en fait, en quelque sorte, encouragé ce changement dans la population de colibris, et donc encouragé ce changement morphologique dans cette espèce en à peine un demi-siècle. C'est quand même assez incroyable. Est-ce que dans l'étude, il parle éventuellement des autres espèces de colibris qui pourraient aussi être impactées par ces mangeoires? Alors pas que j'ai vu, parce ils sont vraiment concentrés sur une espèce. Ça permet vraiment de voir les conséquences. Maintenant peut-être qu'ils décideront d'ouvrir l'étude et de se concentrer sur d'autres espèces pour vérifier que c'était bien ça exactement. Mais visiblement, ils sont assez convaincus que c'est la raison pour laquelle le bec a changé chez ces colibris-là. Faut savoir aussi qu'il y a des recherches précédentes qui avaient prouvé, notamment à partir des années 1800, que le développement donc de la côte ouest des US avait conduit notamment à un changement dans l'aire de répartition de ces colibris. Et en fait, la plantation notamment des eucalyptus, qu'on connaît bien, avait permis d'offrir non seulement de la nourriture, mais aussi des sites pour nidifier pour les petits colibris qui du coup s'étaient beaucoup plus répandus sur cette côte ouest des États-Unis qu'ils ne l'étaient précédemment. Donc ça, combiné au fait que maintenant on leur donne en plus non seulement le gîte mais aussi le couvert grâce aux mangeoires à colibris, ça a encouragé l'espèce à évoluer d'une certaine manière, ce qui est logique. Oui, puis tu as bien fait de préciser un dernier point, c'est que les colibris sont très territoriaux, je l'ai dit juste pendant que tu commences, mais c'est tellement territoriaux que ça peut même aller jusqu'à la mort des individus, hein, donc on se retrouve un petit peu sur le même, les mêmes combats et les mêmes conséquences que les rouges-gorges familiers des jardins peuvent effectivement affronter pour défendre leur territoire. Donc, exactement. Ça rigole pas chez les colibris, c'est mignon, mais pas trop. C'est mignon, hein, mais faut pas trop s'approcher. Mais par contre, et ce qu'ils ont trouvé aussi dans leur étude, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont étudié en tout 80 ans quand même de données, hein, alors avec les oiseaux. C'est assez exceptionnel, donc c'est évidemment tous les oiseaux qui ont été naturalisés dans les musées, hein, pour étudier un peu les variations morphologiques, mais aussi non seulement les oiseaux conservés, mais aussi toutes les données ornithologiques qui ont été récoltées au fil des ans, notamment lors des décomptes d'oiseaux dans les jardins et autres. Parce qu'en fait, ça leur a permis de constater que grâce aux mangeoires à colibris qui ont peu à peu été installés, la densité de colibris donc par kilomètre carré a sérieusement augmenté à partir de l'installation donc de ces mangeoires à colibris, parce que du coup, il y avait de la nourriture disponible directement. Donc tu peux augmenter ta population de colibris sur place grâce à la nourriture qui est dispo. C'est beaucoup plus simple pour eux du coup. Dernier point, je serais très curieux de savoir pourquoi ça a augmenté après la Seconde Guerre mondiale. Je serais très très curieux de savoir ça, s'il y a un impact sociologique qui a eu lieu après la Seconde Guerre et les gens avaient besoin justement de voir des oiseaux dans le jardin, donc du coup on a eu ce commerce qui s'est mis en place de mangeoires, ou si c'est peut-être quelque chose qui a été importé d'Europe. Je sais pas si on avait des mangeoires très très répandus en Europe dans les années 40, mais je serais très très curieux de savoir pourquoi on a eu ce shift après la Seconde Guerre mondiale. Si tu regardes en fait, alors ça c'est ce que les auteurs de l'article ont regardé aussi, ils ont cherché à savoir quand et comment ça a commencé, donc les mangeoires à colibris, et ils ont pour ça épluché les journaux de l'époque, pour essayer de comprendre s'il y avait toutes des mentions de ces oiseaux-là, ou des mangeoires, ou des choses à faire, parce qu'à l'époque aussi on te donnait des recettes, des astuces, des choses tu sais pour ton quotidien, donc notamment pour nourrir les oiseaux du jardin, il y avait...
Et en fait, il se trouve que déjà au début du siècle, les premiers enthousiastes des oiseaux qui commençaient à nourrir les oiseaux dans leur jardin étaient déjà en train de tester des méthodes pour nourrir les colibris. Alors au début, c'était pas des mangeoires à colibris comme on le voit aujourd'hui, hein, c'était par exemple, ils mettaient un sucre dans de l'eau, et ils essayaient d'attirer les colibris avec ça. Bon, D'accord. avec plus ou moins de succès, hein, on est d'accord. Mais en gros, ils testaient. Voilà. Mais ils disent que ça a vraiment commencé le nourrissage des oiseaux des jardins et surtout des colibris à partir de 1947 avec la première mangeoire à colibri qui a été vendue, commercialement parlant, ils ont fait un produit, ils l'ont vendu cette année-là. Et puis petit à petit derrière ça a pris, donc après la Seconde Guerre mondiale plus ou moins, vous savez, les gens étaient avaient pris ce passe-temps et puis ils avaient commencé à installer ça dans leur jardin, mais il a fallu quelques années quand même. Donc voilà. Donc ils savent pas exactement pourquoi, mais ils savent quand. Ce qui est déjà pas si mal. Sophie, on reste aux États-Unis. Je t'emmène à San Francisco. On va parler de goéland. On va parler du goéland d'Audubon. Alors, il s'appelle goéland d'Audubon, mais on l'appelle également goéland occidental. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura un changement de nom qui va s'opérer. Tu sais, on avait discuté de ça il y a feu longtemps avec Victor, de ces changements de nom qui allaient peut-être opérer aux États-Unis. Et Audubon étant, on va dire, persona non grata là-bas, peut-être que son nom va changer, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de nouveaux noms associés à Audubon, donc va rester goéland d'Audubon. Et ces goélands d'Audubon, eh bien, ils sont suivis par GPS sur l'île de Southeast Farallon. On est au large de la côte ouest des États-Unis, on est à 45 km de San Francisco, pour être précis, et ce suivi GPS, il a commencé aux alentours de 2013, et il se poursuit jusqu'à aujourd'hui, mais il faut savoir que Southeast Farallon, c'est une réserve naturelle depuis 1969. Donc on a déjà des informations, des données et beaucoup d'oiseaux qui s'installaient là-bas et qui ont été préservés depuis. Et ça remonte même jusqu'à loin puisque dès 1909, sous la présidence de Theodore Roosevelt, eh bien on a justement l'instauration non pas d'une réserve naturelle mais on va dire d'une zone un peu protégée. Qui deviendra par la suite réserve naturelle en 1969. Alors, ces goélands d'Audubon, ils sont présents en très très grand nombre sur la façade ouest des États-Unis, hein, pas uniquement sur notre petit caillou, mais ils rentrent parfois à l'intérieur des terres, avec pas mal d'individus par exemple présents dans le Colorado, voilà, et il y a même une colonie qui est complètement à l'est, dans l'état de New York. Voilà, il y a une colonie qui a réussi justement à traverser d'ouest en est les États-Unis, et à s'établir aux alentours donc de la ville de New York. Alors les colibris, non pas les colibris, les goélands. Les goélands, comme tu le sais Sophie, ils sont connus pour beaucoup de bêtises, ils sont connus pour parfaitement s'adapter aux êtres humains. Vous avez peut-être déjà été témoin de goélands qui vous volent des sandwichs sur la plage ou dans les mains carrément, hein, ça peut se faire dans certaines villes, manger des frites, voler des chips également, hein, on a des oiseaux qui rentrent parfois dans les magasins, des vidéos d'oiseaux qui rentrent dans les magasins pour prendre un paquet de chips et repartir par la suite. Donc on a déjà on a beaucoup d'observations de ces oiseaux-là qui sont capables justement de se nourrir et de se nourrir à nos dépens. C'est-à-dire que ils profitent finalement de la nourriture que l'on a ou qu'on laisse pour pouvoir se nourrir. En 2018, il y a une observation très bizarre qui a été faite le 21 et 23 mai 2018 puisque une femelle qui, je le rappelle, est pourvue d'une balise GPS,
a été observée faire un voyage un petit peu particulier, puisqu'elle est allée à plus de 100 km de la ville de San Francisco. Ah oui. Alors jusque-là, on pourrait se dire qu'elle est allée en mer, mais pas du tout, elle n'est pas allée en mer, elle est rentrée à l'intérieur des terres. Et elle est rentrée à l'intérieur des terres en suivant l'autoroute. Alors, pourquoi pas Sophie, on en avait discuté il y a quelques épisodes de ça avec, je crois, c'était les Corneilles Noires, hein, qui au Royaume-Uni, tu nous le disais, se servaient des ascendances thermiques pour pouvoir se déplacer plus facilement au-dessus des autoroutes. Oui. Et puis, une fois que l'oiseau avait suivi l'autoroute, elle revenait, puisque c'est une femelle, elle revenait à vol d'oiseau, d'une certaine manière, jusqu'à la colonie où elle était. Oui. Alors, cet oiseau, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que j'ai retracé un petit peu le parcours qui a été réalisé par notre cher goéland. Donc il est parti de Ricology San Francisco, je vous expliquerai ce que c'est d'ici quelques instants. Il a ensuite pris l'autoroute 80. Alors actuellement, avant de prendre l'autoroute 80, il faut traverser le centre de San Francisco et c'est très embouteillé à l'heure où on enregistre cet épisode. Et puis une fois qu'on a passé l'autoroute 580, eh bien il faut aller jusqu'à la 580. Et à la 580, il faut par la suite bifurquer pas très loin de la ville de Vernalis. Voilà, on est à environ 125 km de la ville de San Francisco. Ok. Alors vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce que cet oiseau a fait ? Eh bien cet oiseau, aussi incroyable que cela puisse paraître, il a suivi le trajet, ou du moins on suppose au départ, d'un camion à ordures. Et en fait, il n'a pas suivi que le trajet du camion à ordures. Parce que notre goéland, il était dans le camion à ordures. Ah oui. Et donc, sur la piste GPS, on voit le trajet du camion et le trajet du goéland se confondre jusqu'à temps que celui-ci aille à Vernalis, donc en gros un espèce de gros centre de déchetterie, pour que l'oiseau soit par la suite relâché et que celui-ci revienne donc justement à son île de départ. Alors, jusque-là, tout va bien, les scientifiques se disent, bon, écoutez, peut-être que l'oiseau a été piégé, voilà, dans le camion, ça peut arriver, malgré tout ce qui est mis en place par la société pour éviter justement que des oiseaux viennent s'infiltrer, et notamment des goélands. Bon, voilà, ça arrive, on a des oiseaux qui se sont fait piéger. Mais Sophie, le 23 mai, que se passe-t-il ? Rebelote ? Rebelote ! Sauf que cette fois-ci, le camion ne part pas par le nord, mais par le sud. Donc du coup, il traverse un petit peu plus la ville de San Francisco, mais il réussit quand même à rejoindre cette autoroute 580 pour aller à Vernalis. Et là, les scientifiques, les observateurs se disent, non, elle l'a pas refait quand même. Et si, elle l'a effectivement refait. Elle a décidé de revenir dans les camions, de repartir, et ensuite, de revenir à vol d'oiseau, à sa destination de prédilection. Ce sont au total quand même pour cet oiseau qui a parcouru 131 km et 157 km. C'est quand même pas rien. On suppose que l'oiseau a eu des séquences donc de recherche de nourriture 14 heures et 18 heures plus longues que dans la normalité de s'il allait pêcher en mer. Parce qu'il faut savoir que il faut à peu près en voiture actuellement sur Google Maps à peu près 1h21 pour pouvoir se rendre justement à Vernalis, sauf qu'on est en camion donc on va forcément un petit peu moins vite, et puis je pense que l'oiseau a dû tourner un petit peu à la déchetterie pour voir s'il n'y avait pas des trucs à récupérer de comestibles ou autre, voilà. Et puis après, plus rien du tout. Notre femelle, elle ne s'est plus jamais intéressée à notre camion de déchets. Elle n'a plus jamais décidé de refaire ce petit trajet. Peut-être elle a trouvé que ça n'en valait pas spécialement la peine de se déplacer aussi loin pour récupérer aussi peu de nourriture. Donc, on s'interroge beaucoup sur ce comportement. On a beaucoup de difficultés à établir les intentions de l'oiseau, parce que
on se dit que la recherche de nourriture est, on va dire le biais principal, et comme c'est une source de nourriture prévisible, peut-être que notre femelle goéland s'est déplacée une deuxième fois à l'endroit, et puis elle s'est rendue compte que c'était naze, et elle est revenue, elle a fait plus jamais je reviendrai là-bas. Voilà, c'est peut-être ça. Et puis l'une des conclusions de l'étude, c'est que il faudrait savoir si ce genre de comportement seraient des comportements que l'on pourrait voir chez d'autres individus de San Francisco, et donc il y aurait peut-être une transmission culturelle de ce comportement, en tout cas de ce voyage un petit peu particulier qu'a fait notre femelle goéland. Voilà, c'est un papier qui est sorti très tardivement parce que, comme je l'ai dit à l'instant, l'observation datée du 21 et 23 mai 2018. Rendez-vous compte, ça fait donc très très loin. L'étude est sortie donc aux alentours du 30 mai dernier. Donc il s'est passé énormément de temps, mais visiblement peut-être que justement ils attendaient que le comportement se reproduise, qu'il y ait d'autres oiseaux qui se déplacent justement dans la zone de tri pour pouvoir peut-être établir d'autres informations, mais ça n'a pas été le cas. Voilà pour encore une observation sur les goélands particulièrement surprenante. Bon, oui, c'est vachement bien. Enfin, ils nous étonneront toujours, ceux-là, c'est incroyable. La manière dont ils sont capables de faire leur truc. Puis c'est pareil, c'est des acrobates aussi, quand on les voit en train d'essayer de choper des frites dans un cornet de frites. Je trouve ça c'est assez formidable. C'est des oiseaux qui s'adaptent très très bien. Ça a rappelé d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie apparemment en 2014 où effectivement, mais c'était un groupe cette fois-ci de goélands. On est en mer Baltique, donc je suppose que c'est des goélands argentés, mais c'est pas précisé dans le papier, qui n'est plus accessible en ligne. Non pas que il est derrière un paywall, il n'est plus accessible en ligne. D'accord. L'archive a été détruite, voilà. Donc je peux pas savoir quelle espèce de goéland c'était précisément, mais ce sont des oiseaux qui se déplaçaient effectivement vers un centre de tri à plusieurs. Voilà, visiblement ils abandonnaient quelque peu l'endroit où justement ils cherchaient de la nourriture habituellement pour pouvoir se concentrer sur ce centre de tri. Donc sans doute pour aller chercher de la nourriture là-bas. Puis il y avait un autre truc aussi au Royaume-Uni, je crois, où on avait des oiseaux qui suivaient justement les camions, je crois. Ouais. Il me semble. Oui, c'est pas vrai. de bêtises. Parce que là, vraiment, on a le goéland qui est dans le camion. Vraiment, on sait. Quand on retrace le parcours GPS de l'oiseau prend bien vraiment l'autoroute. Ne survole pas l'autoroute, il prend bien l'autoroute. Voilà. Et il prend bien l'autoroute 2 fois. C'est fou. Écoute, pourquoi s'embêter quand on peut juste se faire transporter plutôt que de voler Je suis tout à fait d'accord avec cette femelle goéland, ça c'est clair, j'aurais fait pareil. Bon, peut-être pas dans le camion à ordures quand même, mais bon, voilà. Chacun son truc. Et un dernier mot sur ce papier, puisqu'il est derrière un paywall, mais grâce à Paige Byerly, que je salue, nous avons pu traiter ce sujet. Merci Paige pour l'envoi de l'étude. Voilà. Que vous retrouverez dans la description, bien sûr. C'est sur ce remerciement que nous allons nous quitter. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. N'hésitez pas à écouter les précédents si jamais ils vous intéressent. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube si jamais vous avez des questions ou des affirmations. On sera là pour y répondre. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. En attendant, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming et vous retrouvez également toutes les sources qu'on a discutées dans cet épisode dans la description. Salut à tous, salut à toutes. À plus.